Bon, on va dire ce que j'ai fait avant, ce n'était pas suffisant. Ils étaient gourmands, les supporters. Après, cette frappe ratée, tu vois, j'ai pas compris tout l'acharnement. Il y en a eu beaucoup. Ouais, il y en a eu beaucoup parce qu'ils ne rataient pas un contrôle. Gérald Batic, à l'époque, il me disait, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tes années de formation avec les contrôles? Bah, surtout pour nous, qui ne sommes pas habitués à la première ligue, tu es obligé de travailler en plus. Sinon, tu ne peux jamais être au niveau. Je suis sur le banc à Everton et je vois l'intensité, je fais ça. Box to box. J'espère que le coach va pas me faire rentrer. Bon, j'ai pas encore eu la chance d'avoir Alexandre Lacazette dans cette émission. Je vais lui en toucher un mot. Salut tout le monde, c'est Colin, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview et cette semaine on est avec Maxwell Cornet. Maxwell, comment tu vas? Ça va, salut Latine. Bon Max, on disait avant de te couper et de voir que ça marchait pas, bah, que d'une, tu étais blessé, donc on va juste rapidement dire aux gens un petit peu où t'en es. L'idée c'est de reprendre bientôt là, non? Voilà, l'idée c'est de reprendre bientôt. J'espère semaine prochaine être dans le groupe pour le match de mardi. Et Ouais, en espérant que tout ça soit derrière moi. d'accord. Moi je disais, cette blessure, elle arrive, elle est un peu frustrante parce que toi, tu revenais bien. On voyait que tu enchaînais les minutes dans le groupe et dans l'équipe, on sentait que la philosophie du coach et ce qu'il te demandait, ça commençait à être imprégné, toi, dans ta tête et dans ton jeu. Et en plus de ça, l'équipe, elle revient bien après un début de saison un peu moyen. C'est un peu ton ressenti, c'est ça? Tu es dans cette même idée-là? Ouais, bien sûr, parce que comme tu as dit, cette blessure, elle arrive à un moment où je commençais à rentrer dans l'équipe vraiment en tant que bah, pas titulaire à part entière, mais commencer à avoir des minutes en première ligue, parce que j'ai fait pas mal de titularisation en coupe, en Europa, et moi, l'objectif, c'était vraiment de jouer en première ligue, et là, malheureusement, je commençais à revenir, à enchaîner, et je me blesse, mais bon, ça fait partie du football, c'est comme ça. Ouais. Bon, l'équipe, elle a perdu en ton absence. Elle a fait un nul, là, il y a deux matchs et elle a perdu contre Liverpool juste après, enfin, juste avant qu'on se parle Bon, aujourd'hui. après, c'est Liverpool. Hein. Voilà. Moi, je sais pas si tu as vu le match, mais je trouve qu'on n'a pas été ridicule. Tu vois, on a manqué un Franchement, penalty et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord on n'a avec pas toi. été ridicule. Non. Et puis c'est Liverpool, même si c'est pas encore, on sent que la machine elle n'est pas encore complètement lancée, même si je trouve qu'il y a du mieux depuis le match contre City. Ouais, bien sûr. C'est pas non plus hyper surprenant que West Ham perde contre Liverpool. Mais quand même, comme je te dis, je trouve que l'équipe elle revient bien. Toi, personnellement, dans ton évolution avec la Première Ligue, tu as commencé par Burnley, qui Mhm. luttait pour le maintien avant ton arrivée, qui a encore lutté pour le maintien, malheureusement, c'est mal fini, mais qui a encore lutté pour le maintien la deuxième saison. Ah. Toi, comment tu vis le fait d'être dans une équipe qui maintenant est dans le haut du panier, entre guillemets? Parce que, bon, West Ham, ça vise le Big Six chaque année maintenant. Bien sûr, je suis vraiment très, très content d'avoir signé à West Ham parce que, voilà, comme tu as dit, c'est une grande équipe qui a les possibilités de jouer, on va dire, le haut de tableau. Et voilà, moi, maintenant, de tout faire pour, on va dire, confirmer cette année, cette belle année que j'ai passée à Burnley et Hmm. encore continuer à démontrer ce que je peux faire et ce que je peux montrer encore en première ligue. D'accord, on va revenir sur ton passage à Burnley parce que c'est vrai qu'il s'est plutôt bien passé. Mais avant, dans cette émission, j'aime bien parler du début, du tout début. Et toi, ça commence vite à s'agiter quand même. Quand je me suis plongé en préparant cette interview, quand je me suis replongé dans le passé et dans tes débuts en Mmh. Ligue 1 notamment, et même avant la Ligue 1, c'est Ouais. déjà agité, on parle vite de toi. On parle vite de toi. Ça se passe pas très bien à la fin de l'aventure avec Metz. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Bon, évidemment, c'est un souci de contrat, ça, il n'y a pas eu trop il y a pas eu trop de mystère là-dessus parce qu'on peut vite tomber sur cette info-là. Mais à partir de quel moment, toi, tu sens que ça commence à se tendre un petit peu la relation avec le club et la direction? On va dire à partir du stage de pré-saison. Mhm. À partir du stage de pré-saison, voilà, on reprend, on prépare le championnat de Ligue 1, etc. Et les matchs amicaux arrivent. Je fais une préparation où je me donne à 100%. Tu vois. L'objectif, c'est vraiment de jouer avec l'équipe, de, de toucher mon rêve. Tu vois. Et je m'en rappelle très bien. On avait notre dernier match amical. C'était contre Amnéville.
tu vois, une petite villa à côté de Metz. Et le coach ne me fait pas jouer. Ça faisait 2 matchs, il me faisait pas jouer. Donc moi, je vais le voir. Et je lui dis, coach, qu'est-ce qui se passe et tout. Comment ça se fait que vous ne me faites pas jouer? Il me répond, ça ne dépend pas, ça ne dépend pas de moi, Max. Tu vois. Et je lui dis, mais comment ça ne dépend pas de vous? C'est vous le coach. Pourquoi vous me dites que ça ne dépend pas de moi, etc. Il me dit, ça vient d'en haut. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je me suis assis, je regardais, j'étais vraiment remonté, tu vois, parce que j'ai fait aucun match de préparation et j'avais pas eu d'explication à ce propos, tu vois. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était par rapport à ma renégociation de contrat, que si je ne signais pas, euh, je, je ne jouerais pas, tout simplement. Mais c'est un peu bizarre comme approche parce que, alors, que on mette un joueur au placard par rapport à un souci de contrat, on n'est pas dans un monde de bisounours, ça arrive dans le foot. On l'a vu, Bien on le sûr. reverra encore. Par contre, ce qui est bizarre là dans la méthode, c'est que ça arrive avant même que toi, tu sois au courant. C'est-à-dire qu'il y a une prise de décision de te mettre au placard, entre guillemets, pas te faire jouer, avant même qu'on arrive à une discussion butée où on t'annonce même, bah écoute, très bien, tu décides de ne pas prolonger, mais si c'est ça, tu joues pas. Et ça, c'est ce qui se passe en général. Là, on ne te fait pas jouer sans même te le dire. C'est un peu bizarre, non? Bah, tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit, je ne comprenais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne joue pas les matchs amicaux. Donc, dernier match amical, je vais voir le coach et je lui pose la question. Et c'est là qu'il il m'a répondu ce Ouais, que je t'ai dit. d'accord. Et après, mon père, à l'époque, qui était mon agent, mon représentant, a appelé le président pour avoir des réponses à nos questions. Et du coup, c'est là qu'il nous a dit, bah, écoutez, il faudrait que vous signiez, sinon, voilà, le petit ne pourra pas jouer, etc. Mais et après, moi, frustré, j'ai dit au président, mais président, on n'a même pas commencé à discuter Mhm. que vous m'empêchez de jouer et de préparer ma saison correctement. Tu vois, si on s'était assis et que j'avais refusé de prolonger, là, vous auriez eu des arguments pour ne pas me faire jouer. Mais là, on Mhm. n'a même pas parlé de prolongation, on n'a même pas discuté que vous ne me faites pas jouer. Donc, et c'est ça qui m'a braqué à l'époque. Et j'ai dit, bah, écoutez, vu que c'est comme ça, bah, je ne prolonge pas. Alors, tu es un jeune joueur à l'époque. Tu n'as pas l'expérience que tu as aujourd'hui de la vie ni du foot. Une Alors, je suis mise, un jeune joueur à l'époque. une mise au Bah, placard, une mise au placard comme ça, comment on la vit quand on est si jeune, par son club formateur en plus? Comment on la vit? franchement, c'était très dur pour moi. Honnêtement, c'était très dur parce que j'allais à l'entraînement. Tu vois, le coach, on se réunit au milieu de terrain, il commence à donner les chasubles, tac, 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 tac. Il fait les équipes, par exemple, de 5, 6. Et il reste un joueur, c'est moi. Et je demande au coach, coach, vous m'avez oublié, il est où mon chasuble? Il me dit, non, non, toi, tu vas t'entraîner avec le préparateur physique. Ah Une ouais. fois, 2 fois, 3 fois. Ça a duré toute la demi-saison comme ça. Et c'était vraiment très dur. C'est pas un passage dont je suis fier à Metz, parce qu'on va dire que ça vient entacher un peu euh, mon parcours avec ce club Ouais. que j'aime beaucoup. Mais mes parents à l'époque ont été vraiment très importants pour moi. Très importants. Encore là, même là, tu vois, c'est un petit élément, un petit détail d'une anecdote que tu me racontes, mais même là, on sent que c'est bizarre. C'est-à-dire que pourquoi pas venir te voir en début d'entraînement et te dire, pour éviter l'humiliation, entre guillemets, tu vois, parce que c'est humiliant quand tu es au milieu de tous tes gars et que d'un coup, on te laisse en pestiférie et qu'on te calcule plus, tu vois, et qu'on te dit, tu t'en vas. Pourquoi pas venir te voir en début d'entraînement et te dire, bon, Max, tu fais le début avec nous, mais à partir du moment où on travaille l'opposition, tu files avec le prépa physique. Pourquoi est-ce que c'est pas simple comme ça dans les échanges? Bon, je sais, à l'époque, tu vois, j'étais peut-être trop jeune et je comprenais pas tout. Et peut-être que je n'ai pas posé aussi les questions Ouais, pour en savoir plus. Pourquoi vous n'êtes pas venu me parler avant? Mais non, moi, j'ai vu ça à l'époque, j'étais jeune, donc je me suis braqué. ouais, bien Je sûr. suis totalement braqué parce que je voulais jouer, je voulais préparer ma saison de Ligue 1 correctement, tu vois. Et là, vous m'avez enlevé, on va dire, les matchs de préparation, ce qui est le plus important dans une prépa finalement, tu vois. Et moi, ça m'a braqué totalement et j'ai dit, bah, écoutez, on n'a même pas commencé à discuter, vous me faites pas jouer. Ouais, ouais, C'est pas correct. ouais. Tu fais quand même 6 mois, quasiment.
jusqu'à janvier, jusqu'au mercato de janvier, tu ne Mhm. fais pas un match. Pas un. Zéro match. Ni en réserve, ni en pro. Pas un match. Mais est-ce que, alors j'ai plusieurs questions. La première, c'est, tu m'as dit que c'était très dur. Tes parents, ils ont été importants. La première, c'est comment tes parents, ils sont importants, comment ils te soutiennent dans cette période-là où pour un joueur de foot, le plus important, on sait très bien que c'est le match du week-end. Mhm. Comment on vit pendant 6 mois quand on est un jeune joueur de ne pas avoir de match le week-end? Bah, écoute, franchement, comme je t'ai dit, c'était très dur parce que je voyais mes potes, tu vois, avec qui on a tout cassé en Ligue 2, jouer les matchs de Ligue 1, un truc que je rêvais, tu vois. J'étais comme ça, j'allais voir les matchs dans la tribune et je regardais, je me disais, mais moi aussi, je dois être là, tu vois. Moi aussi, je m'entraîne avec eux chaque jour. J'ai le droit de jouer, tu vois. J'avais cette frustration, j'ai envie de jouer. Mais, euh, mais ça ne s'est pas fait. Et comme je t'ai dit, mes parents étaient vraiment importants. Mon père, surtout à l'époque, tu vois, qui me soutenait beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose que je n'oublierai jamais, mais jamais, c'est la confiance qu'a eu le sélectionneur de l'équipe nationale de France à cette époque, Patrick Gonfalon, qui a beaucoup fait pour moi aussi à cette époque-là. Malgré que je ne jouais pas, il me sélectionnait. Parce qu'à Mhm. chaque fois qu'il me sélectionnait, j'étais décisif. Je marquais à chaque fois. Tu vois, la frustration que j'avais en club, j'allais la mettre en équipe de France. Tu vois Ouais, ce que je veux te dire. ouais, d'accord. Et Et ça, je lui finalement, en serais reconnaissant. finalement, au bout du tunnel, ça se passe plutôt bien parce que c'est pas n'importe quel club qui vient te chercher en France. Comment ça se passe pour un joueur qui joue pas du tout, qui sort de Ligue 2 nationale puis Ligue 2, donc tu es un tout jeune joueur, t'as pas de réputation, entre guillemets, tu n'as pas d'expérience du très haut niveau. Comment est-ce que les premiers contacts avec l'OL, ils se mettent en place? À l'époque, j'avais discuté un peu avec Flo Maurice, qui était recruteur de l'OL à l'époque, et qui m'avait dit, malgré que tu jouais pas à Metz, on te suivait déjà depuis longtemps, déjà depuis bien avant ta mise au placard, etc. Ouais, Mais on va dire la chance que j'ai eue, c'est que, comme je t'ai dit, j'étais tout le temps appelé en sélection. Tu vois, je suis au placard, mais en même temps, quand il y avait comment dire, les fenêtres internationales, les trêves internationales, j'allais en équipe de France. Quelqu'un ouais. qui joue pas, mais qui va en équipe de France. Et quand je vais en équipe de France, je donne tout. J'avais les dents qui rayaient le parquet. J'avais envie de tout arracher. Honnêtement, c'est ça, tu vois. Parce que c'est de la frustration que je ne pouvais pas évacuer à Metz. Bah, donc, je l'évacuais en équipe de France. Et je pense Ouais. que ça à l'issue de ces bonnes performances-là, que l'OL est venu. Parce qu'ils D'accord. se sont dit, il y a, il y a quelque chose à faire. Ouais, ils ont eu le nez. Bon, comme très souvent avec le temps Maurice, il a souvent le nez pour Il a souvent le ces nez, bons c'est vrai contrats-là, pour ces dire. bonnes idées-là. Il a très souvent le nez. Bon, d'accord, ok, Mais, c'est comme ça que ça se fait. mais je, je souhaiterais rajouter quelque chose quand même. Mis à part, on va dire, ce petit feuilleton assez noir de mon passage à Metz, c'est vraiment un club que je porte dans mon cœur et qui restera jamais dans mon cœur, tu vois. Parce que sans eux, je ne serais pas aussi ce que je suis aujourd'hui. Donc toi, tu débarques quand même chez le club qui finit deuxième du championnat de France derrière le Paris Saint-Germain. Et il y a pire hein, pour être recruté quand on ne joue pas pendant 6 mois. Mais bref, on va passer à autre chose, sinon tu vas prendre la grosse tête pour rien. Je souhaite à tout le monde si ça se passe comme ça. Le gap, parce que du coup, tu arrives dans un club. Pour avoir eu des Lyonnais de cette période-là, j'ai eu Maxime Gonalon, j'ai eu Rachid Ghezal aussi qui m'en a parlé. L'atmosphère au club, elle n'est pas hyper décontractée. Il y a pas mal de petites tensions, que ce soit avec les supporters parce que ça se passe mal et que c'est une saison un peu particulière. Comment c'est d'arriver dans un club comme ça? Pour moi, à l'époque, j'arrive à 18 ans à Lyon. Mm. Euh, à l'époque, je me retrouve auprès des joueurs que je voyais voilà, jouer à la télé en Ligue 1, les Lacazette, les Umtiti, tu vois, les tops. Et pour moi, j'étais là, comme dans un rêve, en fait, presque comme dans un rêve, jusqu'à ce que je me dise, mais arrête de rêver, maintenant, tu y es et que tu travailles. Mais j'ai beaucoup appris. En fait, je demandais beaucoup des conseils, même à la case, à l'époque, à Sam, on était beaucoup proches, tu vois, et voilà, tout simplement. Gourcuff qui était là à l'époque aussi. Ouais. Donc, ouais, bien sûr.
Bon, j'ai pas encore eu la chance d'avoir Alexandre Lacazette dans cette émission. S'il voit ça, on te rapproche. Je vais lui en toucher un mot. T'entends? Il va en toucher un mot. C'est gentil. J'ai pas encore eu l'opportunité de l'avoir. Alors, je passe par mes invités des fois pour essayer de cerner un petit peu la personnalité du bonhomme. Mhm. Comment il est quand tu me dis il te donne des conseils? Comment il te reçoit? Est-ce qu'il a le contact facile? Est-ce qu'il vient directement vers toi? Quel genre de relation vous avez d'entrée? Bah, je pense que notre relation, elle s'est faite naturellement, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un qui rigole, tu vois, je suis un bon vivant, je suis pas là à rester dans mon coin, enfin, j'aime bien aller vers les autres. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement et je lui demandais beaucoup des conseils, tu vois. Je le regardais souvent en secret, tu vois, même si Pathé me regarde, qu'il ne prenne pas trop la confiance de lui, tout ça. Non, non, mais tu vois, pour moi, je le regardais en secret ce qu'il faisait parce que devant le but, chaque frappe, elle était cadrée. Et je me dis, mais voilà, c'est cet exemple-là qu'il faut que je suive. Et tu vois, il a été top. Il a été top. On était un groupe de jeunes aussi, tu vois, à l'époque aussi. Il y avait pas mal de jeunes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Tu vois, c'est vrai. donc ça s'est fait facilement, honnêtement. D'accord. Bon, il y a cette première saison, première partie de saison pour toi à l'OL. Tu fais la deuxième partie de saison, mais c'est les premiers mois que tu fais là-bas dans un club de cette envergure-là. Mhm. Le gap entre jouer la Ligue 2 et jouer à l'OL, qui a cette exigence, cette couverture médiatique, ces attentes autour du club, quel a été l'obstacle le plus compliqué à digérer pour toi dans cette adaptation-là? Parce que sur la première partie, les premiers 6 mois que tu fais au club, tu joues 4 matchs. Mhm. Donc, j'en conclus qu'il y a un gros apprentissage. Parce que surtout que derrière, dès la deuxième saison, avec Bruno Genesio, t'enchaînes, tu fais une quarantaine de matchs directement. Donc, qu'est-ce que tu en Déjà, penses sur ces 6 premiers mois? je pense que les 6 premiers mois m'ont permis de m'adapter, d'observer. Et je pense que la grosse différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, surtout en plus à Lyon, c'est l'exigence technique. Tu vois, moi, Ouais, je venais d'arriver à Lyon, je voyais les mecs, ils rataient pas un contrôle. Mais quand je te dis, c'est la chose qui m'a le plus frappé. Ils rataient pas un contrôle. La balle, elle vient, paf, contrôle. Moi, la balle, elle venait, ça sautait un peu. Je me faisais un peu réprimander à l'époque par Gérald Batic. Tu vois, Gérald Batic, à l'époque, il me disait, mais je crois qu'il se disait, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tes années de formation avec le contrôle? Il a juste posé la question. Mais tu vois, j'avais pas cette exigence-là, mais de m'appliquer sur les contrôles. Tu vois, je pensais déjà à ce que je vais faire après plutôt que le contrôle, alors que c'est le ouais, contrôle le plus important. ouais. Et tu vois, j'ai passé, on va dire, ces 6 mois-là à refaire mes gammes parce que je voyais que voilà, la Ligue 1, c'était d'autres exigences. T'arrives à réduire ce gap-là sur les 6 premiers mois, à la fin des 6 premiers mois et en embrayant sur la deuxième saison, parce que comme je l'ai dit, c'est une quarantaine de matchs. Tu passes à 4 à 40 matchs, c'est 10 fois plus. Bon, alors évidemment, c'est sur une saison complète, mais bon, quand même. C'est ça, c'est la qualité technique qui change beaucoup en 6 mois. Ouais, je pense que c'est la qualité technique parce que voilà, quand tu es bon techniquement, tu gagnes les temps d'avance en match. Et je pense que après, le coach, il a vu que j'étais prêt. Tout simplement, il m'a fait confiance et je pense que cette confiance, je lui ai rendu. Tout simplement. On arrive à ce parcours en Europa League qui t'emmène à l'épopée face à, face à l'Ajax Amsterdam. Match retour. Match aller, méconnaissable. Une équipe qui, je me permets de le dire, fout le seum à toute la France. C'est-à-dire que vous avez un vivier de qualité qui est impressionnant. Toi compris, vivier de qualité impressionnant. Vous êtes capable de faire 6 mois acheter à la poubelle et 6 mois où limite vous avez un rythme de champion de France. Donc c'est quand même assez incroyable cette génération à l'OL. Sur Ouais. cette double, sur cette double confrontation contre l'Ajax Amsterdam, c'est exactement ça qui est symbolisé. Vous faites un match aller catastrophique, on ne vous reconnaît pas, alors que vous avez le vent en poupe, vous êtes super bon, vous avez une génération dorée. Vous vous faites taper par une équipe qui est loin d'être une équipe de coiffeurs. Attention, c'est une équipe avec de très gros talents dedans, qui est un peu semblable à ce que vous êtes, parce que c'est une équipe de jeunes qui est dans l'apprentissage avec des qualités techniques et autres qui sont impressionnantes. Le match retour.
brillant. Vous êtes brillant. Franchement, vous tapez cette équipe, il y a 3-1. Dernière minute. Et quand je te dis que j'ai entendu parler de toi, c'est que Max, il a dit, franchement, à mon avis, même aujourd'hui, quand il dort, parfois il est surpris par ce petit flash de cette frappe ratée. Comment est-ce que tu vis ce moment-là de cette frappe qui fuit le cadre au dernier moment? Est-ce que ça te hante? Est-ce que c'est juste un moment de foot? Comment tu le vis, toi? Bah, tu vois, c'est bien qu'on revienne un peu sur cette anecdote-là, mais après cette frappe ratée, tu vois, j'avais pas compris tout l'acharnement qu'il y avait eu Ah, il y en a eu derrière ça. beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Ouais, il y en a eu beaucoup parce que bon, c'est vrai que le club voulait être qualifié, etc. Enfin, tu vois, voulait être qualifié. Mais l'occasion, moi, je la revis encore. Tu vois, la balle, elle arrive en l'air. Ouais. La balle, elle arrive en l'air et je la reprends de voler. Tu vois, c'est pas un geste. C'est pas la balle, elle roule Non, c'est pas à facile. C'est pas l'arrière, tu facile. vois, elle roule et tu as juste à mettre un plat du pied. La balle, elle arrive en l'air. Je la prends, coup du pied, croisée, mais elle Mm, passe à ras du poteau. mm. Tu vois. Et je pense que même qu'elle frôle le montant. Ouais, elle frôle le poteau. Elle frôle le montant. Donc, c'est pas une balle facile à jouer. Peut-être que les gens se disent, il doit la mettre. Bien sûr que je dois la mettre. J'aurais eu envie de la mettre. Je suis le premier à vouloir la mettre. Tu vois. Mais elle n'était pas dedans. Elle a frôlé le poteau. Elle n'était pas à 20 mètres du but. Elle était, tu vois. Donc, je n'avais pas compris un peu cet acharnement. Mais voilà, ils avaient leur raison et je leur en veux pas. Alors moi, je parlais uniquement de l'instant football pur. C'est bien, Mm. t'embrayes sur l'aspect psychologique qu'il y a derrière. Jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va cet acharnement, Parce que c'est quoi? C'est sur les réseaux sociaux? C'est quoi? Ouais, c'était sur les réseaux, ouais. C'était sur les réseaux, un peu pendant les matchs. Tu vois, même si tu prêtes pas attention, tu entends un peu les sifflets un peu qui retentissent des tribunes. Mais après, je pense que c'est un passage de ma carrière qui m'a forgé mentalement. Comment le groupe y réagit à côté de ça? C'est un simple fait de jeu normal, c'est-à-dire que c'est une frappe ratée, et point barre, quoi. Juste, elle arrive à la dernière minute, Bien, mais c'est une frappe ratée, point barre. bien sûr, c'est une frappe ratée, elle pas juste à côté du poteau. C'est une frappe qui peut arriver dans n'importe quel match. Et franchement, ils ont été top. Ils ont été top. Ils m'ont vraiment soutenu dans cette période-là. Tu vois, il y a eu des discussions qui ont été faites avec les supporters, tout ça, etc. Et j'ai vraiment senti le soutien du club envers moi et de mes coéquipiers à ce moment-là. On a parlé du dur, on va maintenant un petit peu te faire kiffer et parler des bonnes choses, des très bonnes choses très sympas. On arrive Enfin, à cette, on arrive à cette double confrontation contre Manchester City. Alors, ouais. bon, j'ai pas trop envie de te saucer sur ça, donc on va rester très calme. Il y avait quand même, euh, notamment sous Bruno Genesio, pas une facilité, mais une tendance à embêter cette équipe de City. Est-ce que vous le ressentiez comme étant, est-ce que c'est, comment dire, le mariage parfait pour vous, c'est-à-dire que c'est une exposition dingue, c'est la Ligue des Champions, c'est une grosse équipe, mais souvent, il y a des joueurs qui disent, tu sais, parfois c'est plus facile de jouer contre des très grosses équipes que contre des équipes plus petites, entre guillemets, parce que le jeu est beaucoup plus ouvert, parce qu'il y a plus de possibilités pour s'exprimer et que du coup, tes qualités, elles peuvent ressortir un peu plus. On a vu Fekir briller, on a vu Awar briller, on a vu Ndombele, on t'a vu toi. Alors que face à des matchs jugés beaucoup plus abordables pour vous, on a vu parfois vos limites et des obstacles qu'il fallait travailler dans votre carrière. C'est ça que vous ressentiez quand vous affrontiez City ou des équipes de ce niveau-là. Même le PSG, tu as marqué contre le PSG aussi. Ouais, j'ai marqué dans le PSG, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'à cette période-là, on avait un peu cette étiquette d'équipe un peu irrégulière, tu vois. Dans les gros matchs, on répondait présent, mais face aux équipes moins bien placées du championnat, on pouvait se faire accrocher, voire se faire battre. Ouais. Mais pour revenir au match de City, c'est vrai que c'est une équipe qui nous réussissait bien. C'est une équipe qui nous réussissait bien. Pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être que c'est une compétition qui nous galvanisait, c'est une équipe qui nous donnait envie de jouer. City aussi, c'est le gratin européen. Tu vois, tous les joueurs ont Ouais. envie
de jouer face à De Bruyne, à Sterling, tu vois. Ouais. Justement, tu m'en parles. Il y avait une préparation particulière par rapport à certains joueurs, par rapport à un joueur en particulier, parce que je me suis refait évidemment, juste avant de te recevoir aujourd'hui, je me suis Mm. refait les résumés, où que ce soit ceux-là ou que ce soit ceux pendant le Final 8 plus tard, que vous les avez aussi tapés. Ouais. Sterling était impressionnant, vraiment. De Bruyne, j'en parle pas. Il y avait Agüero, bref, il y a eu du monde. Il y a eu Leroy Sané aussi. Il y a eu Bernardo Silva aussi. Il y avait une préparation particulière par rapport à un joueur ou pas encore? Non, il n'y avait pas de préparation particulière par rapport à un seul joueur. Parce que tous les joueurs à City peuvent être dangereux, tu vois. Voilà, à nous de bien écouter les consignes du coach. Et c'est ce qu'on a très bien fait, je pense, face à City et même face à d'autres, que ce soit la Juve, etc. Tu vois, Ouais. contre qui on a posé des problèmes. Mais c'est des joueurs, on sait que si tu leur laisses ne serait-ce qu'un mètre, ils peuvent faire des différences. Par la passe avec De Bruyne ou même par la vitesse avec Sterling. Donc voilà, je pense qu'on a bien écouté les consignes du coach et on a appliqué ce qu'il nous demandait à ce moment-là. Ta performance personnelle face à cette équipe-là en particulier, au-delà du PSG, parce que vous avez été aussi très bon dans les matchs de gala face au Paris Saint-Germain, que vous avez très souvent embêté. Est-ce que tes performances personnelles face à cette équipe de City confirment ton intérêt et ton attrait pour la Première Ligue? C'est-à-dire que si c'est ton championnat, il faut que tu ailles là-bas ou pas? Je pense que ça a joué aussi un peu parce que je regardais beaucoup la Première Ligue et d'avoir l'opportunité de jouer maintenant face à une équipe de Première Ligue. On a tout de suite envie de jauger, tu vois, de se jauger, de se comparer. Voilà, est-ce que tu peux jouer en Première Ligue? Est-ce que tu as le niveau pour jouer en Première Ligue? Et tu vois, et de par mes performances face à City, on va dire que ça m'a fait que confirmer mes envies de venir jouer en Première Ligue. Tout à l'heure, tu m'as parlé du fait que c'était très compliqué, que tu as vécu 3 4 mois très compliqués après cette frappe ratée contre l'Ajax. A contrario, est-ce que est-ce que c'est là que tu bascules vraiment dans le cœur des supporters de l'OL? C'est après ce premier doublé, notamment contre City, que les choses changent? Ça a commencé quand j'ai marqué à City là-bas, sur la Ouais, passe de Nabil, sur ouais. le centre, non, du côté gauche. Ça a commencé à City. Et bon, on va dire ce que j'ai fait avant, ce n'était pas suffisant. Ils étaient gourmands, les supporters. Ils sont gourmands. Mais ouais, ouais. Honnêtement, ça a commencé à partir du match à City, à l'Etihad Stadium. Et bah, on va dire qu'on a confirmé à Lyon avec ce doublé. Même moi, je n'y croyais pas. Tu vois. Si on m'avait dit ça avant, j'aurais signé direct. Là, Mais on parle. j'ai une anecdote à te raconter un peu par rapport à ce doublé-là. Vas-y, Par parle-moi. rapport à ces deux matchs aller-retour là. Vas-y, dis-moi. Moi, tu vois, ces deux matchs-là, ça venait suite à, j'étais en période, on va dire, de discussion avec le président Olas. Ouais. Bon, on parlait de renégociation, etc., de contrat, et parce que je ne comprenais pas pourquoi, à chaque fois que le coach me mettait, j'étais décisif, je marquais, j'avais le même nombre de buts que ceux qui commençaient, parce qu'à chaque fois que je rentrais, j'étais décisif. Tu vois. Et j'ai vraiment demandé au président voilà, qu'on puisse s'asseoir et rediscuter, que je sois, on va dire, mis au même niveau que les attaquants qui sont là, tu vois, parce que j'ai les mêmes stats, concrètement, tu vois. Et j'ai fait un peu mon boudeur, etc. L'entraînement, tu vois, j'ai montré une image de moi dont je suis pas fier, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un on va dire, qui conteste les décisions du coach, etc. Mais j'ai voulu montrer un peu mon mécontentement. Donc, le coach, il a vu ça, il a dit, bon, écoute, je vais en parler au président, tout ça. Mais en mode énervé, hein. Il a dit, ouais, tu vas faire travail athlétique. J'ai dit, non. Il dit, ah ouais, c'est comme ça. Bah, le président sera au courant. Il dit, bah, moi-même, j'ai envie de le voir, le président, ça tombe bien. Je vais discuter avec lui. Voilà. Après, j'ai vu le président là, ce qui était top. Ouais, il m'a reçu dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe, Maxou? On sait que tu n'es pas comme ça. Je dis, bah voilà, vous le savez très bien, président, mais vous ne voulez pas m'écouter. Donc, il me dit, OK.
Donc, il a entendu mes demandes. Il a dit, OK, on va se voir au match aller à City en Angleterre. Je dis, OK. Donc, moi, je me calme et tout. On voyage et tout. Je suis content, tu vois. Je me dis, je vais discuter avec le président. On arrive en Angleterre. Je vois le président, tu vois, on se voit, je le salue, tu vois, genre en mode. Tu vois, il me salue, il trace, il m'esquive un peu, tu vois, mais je dis, mais on ne devait pas se voir, etc. Tac, on ne s'est pas vu tout ça. Ok, c'est pas grave. On fait le match, je joue, je marque. Ok. On arrive à Lyon, on avait un match face à Marseille. On Mhm. avait un face à Marseille, je m'en souviens, je marque à l'Etihad, on rejoue à Marseille, on rejoue à Lyon face à Marseille. Il ne me met pas, il ne me fait pas jouer. Tu vois, et moi, je boude parce que je suis un boudeur. Je suis un boudeur, je boude et tout. Oui, bébé. Donc, ouais, je suis un boudeur, tout ça, et je suis pas content, le coach. Bref, tout ça, ça passe. Et le président, il a dit, bah, OK, on va se voir, tout ça, nan, parce que les infos, elles étaient remontées, que je boudais, que, tu vois, j'étais mécontent, mais vraiment mécontent, tu vois. Et le président, il me dit, OK, c'est comme ça. On se voit après le match le mercredi, non, le jeudi, pardon, après le match de City à Lyon. Je dis, OK. Oh, le président, il n'y a pas de souci, tu m'as fait tourner un peu. OK, on se voit après le match. Et c'est après ce match que j'ai reprolongé mon contrat. Donc après le match, tout ça, on joue, pas but. Oh, doublé. Oh, tu vois, le public, la presse, en plus Pep Guardiola qui parle en plus dans les médias à ce moment-là. Tac, le lendemain, le jeudi, je vais dans le bureau du président, je dis, alors président, on fait comment? C'était aujourd'hui qu'on devait se voir. Il me dit, ouais, on a voulu jouer, on a perdu, on accepte ce que tu demandes. Tu vois, c'était marrant, mais C'est bien. tu vois, tu vois, c'est un truc qui restera dans ma tête parce que c'est des faits marquants de mon petit Mais ce qui est- passage à tu vois, alors c'est bien en plus que tu décides de la partager, cette anecdote, parce que d'une, je n'étais pas du tout au courant. De deux, du coup, merci. Et de deux, je sors d'une interview où j'ai vu une face que j'aime moins du président, où je sors d'une interview pour te dire avec Pierre Kaloulou. Donc un dossier aussi très compliqué pour le président et pour l'OL, et où il a pu exprimer des frustrations et tout. Et du coup, j'ai pas parlé du meilleur côté de Jean-Michel Aulas. Et là, d'entendre ça, où c'est vrai, il te fait un peu miroiter au départ, mais c'est le jeu, tu vois. C'est un peu le jeu de. c'est Il le te dit au jeu, c'est le jeu. rendez-vous, il te fait dormir un peu. Mais le fait qu'il soit juste derrière et qu'il essaye pas encore de réduire à la baisse et qu'il dise, bon, allez, tu sais quoi, j'ai joué, j'ai perdu, vas-y, t'as gagné, je te donne ce que j'aime. Il y a un côté, il y a un côté papa juste, entre guillemets, tu vois. Et je trouve que c'est Mais, important de le mettre en avant. mais tu vois, c'est exactement ça parce que là, on peut entendre tout est, tout est, on va dire, on peut entendre beaucoup de choses sur les réseaux à propos du président Olas, mais il est vraiment très protecteur avec ses joueurs, tu vois. Il est vraiment proche de ses joueurs. S'il peut les protéger au maximum, il le fera, mais devant les médias, il va donner sa poitrine, comme on dit chez nous, tu vois. Il va donner son dos, il va faire le bouclier un peu pour Ouais, protéger, on va dire, ses joueurs. ouais. Moi, je trouve que dans cette période-là, il était juste. Parce que la parole qu'il m'a donnée, il l'a respectée. Et je ne te mens pas, hein, c'est mot pour mot ce qu'il m'a sorti. Là, je te crois. Il m'a dit, ah Max, on a voulu jouer, on a perdu, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Top. On accepte. Mais si on accepte, est-ce que tu vas redevenir le Max qu'on connaît? Je dis, bah, bien sûr, président, vous savez que je suis pas compliqué. Finalement, toi, ton parcours avec l'OL, il est quand même très positif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de podiums, il y a beaucoup de moments un petit peu d'éclat comme ça en Champions, et on va arriver après sur le Final 8, mais il y a beaucoup de moments comme ça. Il y a un moment où tu me parles de moments qui marquent, et un moment marquant où Rudy Garcia est au club et il te fait changer de poste, comme il a pu faire avec Bouna. C'est pas facile. C'est plus difficile pour un joueur offensif dans la force de l'âge comme tu es de descendre d'un cran que pour un défenseur latéral, comme on peut voir Gareth Bale, monter d'un cran.
Parce Mhm. qu'évidemment, quand on descend d'un camp, quand on est attaquant, on aime la lumière, on aime briller, on aime les passes décisives, on aime les buts, on aime être acclamé par la foule. On est beaucoup moins acclamé par la foule quand on descend en latéral. Donc le chemin inverse, il est plus facile. Comment toi, tu l'as vu cette période-là? Parce que j'ai lu dans les médias que tu avais dit au départ que tu pensais que c'était pour dépanner pour un match parce qu'il y avait beaucoup de blessures. Finalement, cette expérience-là est dure. Comment est-ce que tu la vis, toi? Comment je la vis déjà aujourd'hui, je la vis très bien parce que sans ça, peut-être que j'aurais pas été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. J'aurais jamais pu Mhm. voir en demi-finale de Ligue des Champions. Peut-être que le coach Garcia à l'époque a eu l'œil, le flair comme il l'avait avec Bouna. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, comme je t'ai dit, je pensais que c'était pour dépanner sur quelques matchs parce qu'il y a eu pas mal de blessures. Marsal qui était blessé à l'époque. Donc, il a vu que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'efforts, que ce soit dans les deux sens, défensivement comme offensivement. Donc, il a voulu me tester en piston et c'est de là que bah, je suis resté piston. C'est de là que je suis resté piston et comme tu as dit, ça peut être compliqué dans le sens quand tu passes d'attaquant à défenseur parce que tu as tout à apprendre et tu ne peux pas te cacher. Non. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas tricher parce que si tu triches défensivement, ça va se voir. Tu vois, défensivement, ça va se voir. Alors que offensivement, tu peux te cacher un petit peu par des tricher, par revenir jusque, tu vois. Alors que là, tu es obligé de revenir être bon défensivement. Et à ce moment-là, c'était soit je me lamentais sur mon sort à me dire je vais marquer des buts, pardon, Mhm. ou soit je me disais j'essaie de tout faire pour donner le meilleur de moi-même à ce poste-là, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je devais faire pour ça? Bah, je me suis rapproché de Claudio Cassapa, Ouais. avec qui j'ai beaucoup parlé, euh, que j'ai fait des vidéos, je lui posais beaucoup de questions. Claudio, apprends-moi ça, comment on se place, comment tu dois te placer quand le ballon est là, ton orientation, l'orientation du corps, etc. Et tu vois, je voulais être bon défensivement, déjà, parce que je savais qu'offensivement, j'avais des qualités. Maintenant, ce Mhm. qui me restait, c'était d'être bon défensivement. Et je pense que voilà, j'ai vu que j'avais fait des bons matchs à ce poste-là, et le coach me disait, bah, franchement, tu peux atteindre des tops équipes en tant que piston. Il t'a dit ça? Il m'a dit ça, le coach Garcia. Il m'a dit, je te vois au très très haut dans les plus gros clubs en tant que piston. Comment on Et vit ça? Comment on vit ça? Parce que c'est pas, c'est quand on se projette pendant toute sa carrière à se dire, eh, je veux marquer des buts au plus haut niveau, je veux aller en première ligue ou peu importe, je veux aller dans ton ambition, elle ne s'arrêtait pas. Déjà, tu es à l'OL et pourtant ton ambition, elle allait encore plus haut. Mais tu te vois marquer des buts. En piston, ça peut arriver que tu marques des buts. Mais quand on te dit ça, est-ce on est face à un dilemme? Est-ce qu'on se dit, ouais, mais tant pis, moi j'ai vu ma carrière comme ça, elle sera comme ça? Ou est-ce qu'on se dit, on est face à un dilemme parce que moi, j'aime marquer des buts. J'aime bien quand je m'assois devant ma télé le week-end et on dit, ouais, Axel Cornet, buteur face à Angers. Bon, c'est une dédicace à Gérald Baptiste parce qu'il est vraiment. Mais tu vois, et il fallait faire cette transition de se dire, d'accepter qu'on entende moins parler de toi, mais que tu sois plus au service du collectif. Et en plus, ce qui venait pas arranger la situation, c'est que je faisais des bons matchs à ce poste-là. Donc, en fait, le coach, il disait, mais toi, je vais te laisser là, toi, finalement. Et en plus, on allait jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions comme ça. Donc, en fait, tu te poses des questions. Tu te poses des questions, tu te dis, mais, ah, et s'il avait raison? Et après, je suis parti à Bernay et j'ai retrouvé le goût de défiler. ça faisait partie de ce que tu demandais ou pas? Quand tu changes de club, tu demandes à être utilisé comme offensif ou Devant, ouais, direct. J'ai demandé à être utilisé devant en tant qu'attaquant parce que ça me manquait de marquer des buts. t'as mentionné le Final 8, qui est hyper particulier parce que, bon, on va remettre dans le contexte, Covid, championnat arrêté, Ligue des Champions arrêté pendant quelques temps. Finalement, on décide de continuer avec cette formule un peu bizarre qui est sur un match et non plus sur deux. On retrouve City, on retrouve un but évidemment de Maxwell Cornet sur la feuille de match. En quoi ce match-là, il est différent des autres avec City? Juste parce qu'il y avait personne dans le stade, c'est tout. Il n'y a que Sinon, c'est ça le qui même changeait. scénario, sinon c'est les mêmes, vous avez appuyé sur les mêmes faiblesses, vous avez fait la même chose. Exactement. Je pense que c'est. Bah, sauf que moi, à l'époque, je jouais vraiment ailier. Ouais.
le premier match. Et là, au Final, j'étais passé en tant que piston. Ouais. Mais sinon, il n'y a aucune différence. C'est juste qu'il n'y avait pas de public à l'époque, dû au Covid. Mais pour moi, ça n'enlève en rien à la performance qu'on a faite ce jour-là. Parce que ça reste City, c'est les meilleurs joueurs du monde qui étaient en face. Et je pense qu'on a fait un très, très gros match ce jour-là. Mais ce qui est plus marquant, je trouve, sur ce match face à City, Mm. c'est que, bon, d'accord, ok, vous rencontrez City en phase de poule. Déjà, c'est une phase de poule. Phase de poule, Mm. c'est pas la même chose que la phase à élimination directe. Mais les premières fois que vous rencontrez en phase de poule, vous faites des super résultats. Mais on est quand même à City où c'est les premières années Guardiola, donc il y en a toujours en phase un peu d'apprentissage. Là, le Final 8, on n'est plus en phase d'apprentissage de Guardiola. Là, maintenant, on est entré dans une phase où Guardiola, il apprend pour gagner vraiment. Mais la City, à ce moment-là, maîtrise complètement les principes de Guardiola. On est sur une équipe qui roule, qui a fait ses preuves en Champions, mais surtout en championnat, en Première Ligue. Donc, ce n'est pas le même City. C'est encore plus fort d'arriver à marcher sur cette équipe-là, comme ça, lui mettre un 3-1, alors que en termes d'évolution, en termes de développement, elle est un step-up niveau 1, même niveau 2, tu vois. Vous avez la sensation, vous, que c'est plus fort encore ce que vous avez fait? Bien sûr, bien sûr. Comme tu as dit, là, je pense qu'ils étaient arrivés à un stade où, voilà, Pep, maintenant, il avait qu'une envie, c'était de remporter la Champions League, tu vois. Donc, il avait tout mis en place pour ça. On était face à des joueurs, voilà, de top niveau, tu vois. Mais ce jour-là, je pense on a vu on a vu une grande équipe de Lyon aussi ce jour-là, tu vois. Parce que le coach, la semaine, avait vraiment préparé, les 3 jours avant, pardon, on avait vraiment préparé ce match. Et il a mis en place une équipe qui pensait pouvoir poser des problèmes à cette équipe. C'est pas le même coach, d'accord? C'est pas le même coach qui vous gère. C'est le même coach en face, mais c'est pas le même coach qui vous gère. C'est quoi l'approche? Est-ce qu'il vous dit, les gars, vous connaissez la formule, vous l'avez fait avec Genesio avant, on va, on va repartir sur les mêmes bases. Vous faites ce que vous savez faire avec, évidemment, ça touche à lui parce qu'il faut évoluer, que lui, il est différent et qu'en plus, l'équipe en face a évolué aussi. Mais est-ce que c'est cette idée? Il vous dit qu'on refait à peu près ce qu'on a prévu ou il ne vous parle pas du tout de vos performances d'avant? Non, non, je pense qu'il s'appuie, on va dire, sur les joueurs qu'on avait à ce moment-là. En plus, avec un Oussama Aouar qui Incroyable. donne fire, qui a fait un final head de fou, tu vois. Et Ouais, voilà, il s'est appuyé sur les joueurs du moment. Et il ne faut pas oublier aussi que le coach à l'époque, c'est Rudy Garcia quand même. Et tu ouais. vois, c'est un coach qui a l'expérience du très haut niveau, qui a l'expérience des matchs de Ligue des Champions, qui a entraîné la AS Roma. Donc, tu vois, je pense qu'en termes de tactique, il savait quelle tactique mettre en place pour pouvoir poser des problèmes à cette équipe de Ouais. City. Tu vois. Tactiquement, il était costaud, le coach. Parce qu'on savait que voilà, ils avaient du mal ce jour-là. On le sentait. Ouais, ils avaient du mal. Pourtant, ils ont des occasions, je te le dis, encore une fois, je me suis refait le résumé juste avant de t'appeler. Ouais. Vous La passez frappe à de ça Sterling, plusieurs fois de. Ouais, il y a le raté de Sterling. Il y a un- il y a- incroyable. Ouais, non, franchement, je pense que 9 fois sur 10 tu fais refaire l'action et il te la met au fond sans problème La parce même. qu'elle est bien plus compliquée. Mais c'était les dieux du foot, ils étaient avec vous, tant pis, tant pis pour lui. C'est ça. C'est ça, il y a des joueurs comme ça, on va pas cracher dans Ouais, la tant soupe. pis. Tant pis pour lui. Moi, je prends, moi. Mais tu me dis, c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Mais dans cette émission, j'aime bien revenir surtout sur l'aspect mental et les choses qu'on ne voit pas, nous. Parce que le terrain, la performance, on l'a vu. Les choses qu'on ne voit pas, c'est comment vous vivez la période qui entoure ce moment-là. Parce que vous êtes dans un moment à Lyon où c'est très compliqué avec les supporters. C'est un peu un nous de l'extérieur. Moi qui ne suis pas supporter de l'OL, de l'extérieur, j'étais en train de me dire, ouah, c'est le bazar à l'OL. Ils vont se faire gifler par City, ça va dégager vite. Et la saison, ils vont pouvoir reconstruire pour préparer une autre saison parce que là, c'est en train de chauffer grave. Mhm. On se rappelle du conflit, pour remettre dans le contexte pour les gens. Il y a le conflit avec. Déjà, la saison, elle est pas flamboyante en termes de résultats.
Il y a comment ça s'appelle? Il y a le conflit entre les supporters et Marcelo, ça va très loin. Avec, on se rappelle les doigts d'honneur, les insultes, les banderoles. Il y a eu plein de choses. Ça a été très loin pour Marcelo notamment. Des grosses discussions entre les joueurs et les supporters par rapport à tout ça pour essayer de calmer les choses. Déjà, vous, cette période-là, vous la vivez comment? Marcelo, toi, personnellement, tu le vois comment? Et comment vous arrivez à vous remettre en condition pour faire une performance comme celle-là? Parce qu'au sortir de ça, on voit il me semble, si mes souvenirs sont bons, il y a Memphis qui vient en interview d'après-match. Et on a l'impression qu'il va craquer devant le micro tellement c'était chargé en émotion pour vous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était vraiment ça? Oui, c'était ça. C'était ça, parce que comme tu l'as dit, c'était une période assez compliquée avec les supporters à ce moment-là. Et je pense qu'on a pris conscience qu'on avait une chance, on va dire, de renouer avec les supporters. Et ça passerait par des performances en, en Ligue des Champions, tu vois, dans le Final 8. Et je pense que tu as pu le voir quand on s'est qualifié pour les demi-finales face au Bayern, l'engouement que ça a suscité auprès des supporters lyonnais. On recevait des messages d'amour des fans. Et je pense que c'était juste ça qui leur manquait, tu vois, de retrouver une équipe voilà, qui les rend fiers, tout simplement. Comment on va sur le terrain? Dans quel état d'esprit on est dans le vestiaire quand on s'apprête à aller sur le terrain alors qu'il y a ce rapport-là avec les supporters? Quand un joueur comme ça est chahuté, c'est rare hein, de voir un genre autant pris pour cible et chahuté comme ça par des supporters. Comment on est dans le vestiaire? Non, je pense qu'on on sait que c'est des choses qui arrivent. Après, tu ne peux pas laisser ces éléments extérieurs perturber tes performances. Et je pense que Marcelo est un joueur expérimenté, est un grand professionnel. Donc, il a su gérer ça comme il le faut, tu vois. Toi, il te reste encore une saison à Lyon. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui se passe particulièrement. À quel moment tu décides que il est peut-être temps d'aller voir ailleurs? Il me reste une année. C'était ma sixième saison à Lyon. Ouais, c'est long, J'ai hein. fait 6 ans à Lyon. Ouais, 6 ans. Et pour moi, voilà, j'avais envie. Je trouvais que c'était le moment on va dire, de tourner la page et de pouvoir changer, tu vois, voir autre chose. C'était pas parce que je me plaisais plus à Lyon ou je ne jouais pas, parce qu'à l'époque, voilà, le coach me faisait jouer en tant que piston encore un petit peu. Mais quand il a appris que je voulais vraiment partir, changer, voilà, il m'a laissé, tout simplement. Il m'a laissé, on va dire, aller jusqu'au bout de mes pensées. Ils ne te mettent pas de bâton dans les roues parce que quand alors, Jean-Michel Aulas, quand on parle de négociation pour les transferts, il sait être très dur. Il n'y a pas, dans l'idée, c'est en gros pour service rendu, même si tu pars pas pour une bouchée de pain, mais pour service rendu, on t'embête pas, on essaie de faciliter ton départ quand même. Ouais, à ce moment-là, le président il était top. Le président et le directeur sportif ont été top parce ils ont facilité mon transfert et ça n'a pas vraiment posé de problème. Les deux parties étaient contents. Donc voilà, ça s'est fait vraiment très simplement. Quand tu arrives, on a parlé là, on a énuméré, on a retracé ta carrière ensemble. On a commencé avec des moments, et merci d'avoir joué le jeu et d'avoir vraiment partagé sur ces moments-là sans te cacher. Là, T'inquiète, on ne c'est s'entend cool. pas, on s'entend pas des réponses. T'as des exclusivités, pardon. C'est vrai? Parce que j'ai jamais raconté ça à personne avec l'histoire du président là. Et une exclue de ouf. Merci. Merci, c'est gentil, j'apprécie. Parce que je parle pas beaucoup en plus. Je fais jamais trop de trucs médias et tout, C'est comme ça. gentil. Merci beaucoup. Mais justement, tu as joué le jeu, c'est-à-dire que tu t'es pas caché, t'as pas, tu m'as pas sorti des réponses langue de bois, tu n'as pas cherché à éluder le Non. truc, tu as été vraiment à fond dans les sujets. Et du coup, on est passé par des sujets qui étaient un peu sombres, des parties compliquées, que toi, tu as pu connaître, que ce soit avant d'arriver à Lyon ou pendant Lyon. Pourtant, quand tu pars, et encore une fois, je l'ai revu en préparant cette interview, j'ai vu une vidéo émouvante de toi. D'ailleurs, chapeau parce qu'elle est vraiment bien faite. Mais au-delà du côté romantique, scénarisé et tout, on sent une vraie émotion. Quand tu pars, on sent que c'est une vraie grosse page de ta vie qui se tourne
et que, comme tu viens de me le dire là, c'est pas une question de t'étais plus bien à Lyon, c'était juste une question de relever un nouveau challenge, un nouveau défi. Exact. Contrairement à tous les moments où tu as été chahuté dont on a parlé ensemble, quelle est la réaction du public à ton départ? Franchement, même encore aujourd'hui, je reçois des messages, tu nous manques à Lyon. Je vois des messages, tu vois, et tu nous manques, et Maxou, tout ça. Tu vois, c'est des messages qui font plaisir. Et je pense qu'on a renoué les liens avec les supporters, avec le peuple lyonnais. Et moi, Lyon, c'est un club qui restera jamais gravé dans mon cœur parce que, de par le club, qui est un très grand club, et de par la ville, parce que mes enfants sont nés à Lyon. Tu vois, j'ai été papa à Lyon. Tu vois, Hmm. j'ai le club qui m'a fait grandir. J'ai été papa à Lyon. J'ai connu la Ligue des Champions avec Lyon. C'est un club pour moi qui restera à jamais dans mon cœur, tu vois. Et c'est un peu cette émotion que j'ai voulu faire retransmettre, on va dire, dans la vidéo. Et je pense qu'elle a été vraiment réussie. Bon, alors ça va m'aider que maintenant tu es signé à West Ham, dans un club de haut de tableau de première ligue. Parce que Mhm. maintenant, tu ne vas pas me sortir une réponse langue de bois. Comme tu me le fais depuis le début, tu n'es pas dans la langue de bois. Donc dis-moi, quand tu quittes Lyon, demi-finale de Ouais. Ligue des Champions, grosse performance au niveau de la Ligue des Champions, grosse performance contre le Paris Saint-Germain, grosse performance dans le Final 8 où tu finis demi-finaliste. Mhm. Une saison plus tard, tu t'en vas et tu t'en vas en première ligue. Est-ce que, honnêtement, tu t'attends à avoir mieux, et dis-moi si tu as eu mieux, en termes de prestige que Burnley? J'avais le Hertha Berlin à Oui, l'époque. c'est vrai, il y a le Hertha Berlin. Ah oui, je vais pas te mentir. Non, On c'est a vrai, dit il y a le Hertha Berlin, il y a le Hertha Berlin. C'est vrai, il y a le Hertha Berlin. Mais oui, toi, oui, tu non, voulais mais la première ligue. je voulais la première ligue. Je voulais la première ligue. Après, Burnley est venu. C'est vrai que Burnley, quand tu entends Burnley, tu peux te dire non, j'ai envie d'un nom qui fait rêver. Tu vois ce que je veux te dire en tant que joueur. Mais honnêtement dit, ce qui a fait pencher la balance, c'est le fait que le président, tu vois, se soit déplacé jusqu'à Lyon pour montrer son intérêt. Tu vois. Et ça a montré tout le respect que le club m'a donné. Et ça a tout de suite été plus simple, on va dire. Beaucoup de personnes se sont posé des questions, mais qui est-ce qui Max Cornet, qu'est-ce qui à Burnley, qu'est-ce qu'il va faire à Burnley? Il va se perdre, il va tuer sa carrière. Alors que moi, je savais très bien ce que je faisais. Je suis allé là-bas, c'était vraiment pour tout casser. Vraiment pour tout casser, pour vraiment faire montrer à tout le monde que voilà, je peux jouer en première ligue. Après, malheureusement, je pense que je vais te laisser rebondir là-dessus. Non, ben non, tu l'as dit, malheureusement, ça se passe pas. La descente. Collectivement, Voilà. ça se passe pas bien, mais toi, personnellement, c'est 9 buts en première ligue pour une première saison. On l'a dit, ça doit être, je pense, le championnat le plus compliqué dans lequel s'adapter pour une première saison, même si je trouve, et c'est une surprise pour personne, tu as les qualités pour le faire. D'ailleurs, tu l'as montré, tu as les qualités athlétiques, le style de jeu qui va avec la première ligue, mais ça reste un des championnats les plus compliqués enfin, peu importe de quel championnat on vient, c'est hyper compliqué de s'adapter à ce championnat-là et on a vu plein de grands joueurs se casser les dents là-bas. Donc, chapeau pour ce que tu réalises. Chapeau de le faire à Burnley parce que moi, j'ai du respect pour toutes les équipes de première ligue, enfin, toutes les équipes en général. Je ne crache pas sur Burnley, mais je trouve que, en Oh, fait, je une trouve grande que c'est un équipe. peu dur. Je trouve que c'est un peu dur. Ce qu'il en ressort, c'est un peu dur pour le championnat de France. Je m'explique. Tu es dans un des plus gros clubs de France. Tu as des résultats très performants sur la majorité de ton temps là-bas, où il y a souvent un podium, sauf sur la dernière saison où tu pars, vous finissez septième, mais il y a souvent un podium euh, qui est à la clé à la fin de la saison. Non, c'est pas la saison où tu pars, vous êtes septième, je crois que c'est la saison d'avant. Euh, mais bref, il y a toujours des bons résultats et des performances en Champions. Pour moi, un joueur de ce calibre-là, avec cette importance-là, dans un club de cette importance-là dans le championnat de France, alors d'accord, tu ne vas pas aller signer en tête d'affiche comme Ronaldo l'a fait en allant à Manchester United. Mais il y a des clubs entre Burnley et il y a des clubs entre Burnley et Manchester United. Il y a Everton, il y a Aston Villa, il y a des clubs qui sont, tu vois, très régulièrement entre les deux. Bah, je te voyais plus là. Dans une première étape, je te voyais là pour aller. Après, vas-y, imaginons, il pète tout. Il va choper un Tottenham, il va choper un West Ham, il va choper un. Tu vois? Mais Comme beaucoup de personnes. C'est légitime, bien sûr.
C'est Je ce te que je comprends. pensais. Maintenant, tu as tout pété à Burnley, donc bravo, Beaucoup, bravo. beaucoup de personnes se sont posé les mêmes questions. Voilà, pourquoi pas partir dans un club, on va dire, intermédiaire, etc. Mais pour moi, mon plan de carrière, il était là. Tu vois, ce que beaucoup de jeunes joueurs oublient, c'est que la première ligue, et moi je peux le dire parce que j'y suis là en ce moment, c'est une exigence de fou Hmm, malade. c'est vrai. C'est une exigence de fou malade. Ça n'a rien à voir avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1, parce que j'ai joué 6 ans en Ligue 1. L'intensité, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et pour moi, ce club, on va dire, intermédiaire qui a été Burnley pour moi, était une étape importante. Mhm. Parce que je ne connais rien de la Ligue 1. Et j'arrive dans un club qui me fait ultra confiance, où je sais que je vais jouer, je vais pouvoir avoir du temps de jeu, m'adapter à la première ligue, etc. Parce que si tu arrives dans un club comme, on va dire, Newcastle ou Aston Villa, où là-bas, tu n'es pas bon physiquement, les premiers matchs, on voit que tu en dessous. Le coach, il est sur le banc, mais tu vas Ah, faire des saisons et des saisons, ouais, hein, le temps que tu c'est vrai. t'adaptes, etc. Et moi, pour moi, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, c'était un Non, c'est super vrai. tremplin. Burnley fait partie Et t'as des, raison. des, des bonnes choses. T'as raison, parce qu'au final, c'est vrai, on en a vu plein, notamment, on en a vu des joueurs partir en Angleterre et revenir, je La pense à figure. Tovin, je pense à... Donc non, c'est une très bonne, c'est un très bon choix de carrière. Et au final, tu le prouves, parce qu'aujourd'hui, tu es à West Ham, tu as encore monté un palier, donc bravo, et aujourd'hui, tu es une valeur reconnue de Première Ligue. Et ça, tout le monde ne peut pas le dire. Donc bravo à toi. Mais voilà, j'avoue, si je suis vraiment honnête avec toi, c'est ça que j'ai ressenti quand je te vois signer là-bas. Moi qui suis un gros mangeur de foot de Première Ligue, je me suis dit, Ouais. on va le voir, tu vois. Mais je m'attendais à plus haut. Et finalement, bah, Bah, c'est t'étais pas grave, plus. tu m'as quand même vu, tu as entendu Du parler coup, de je moi t'ai quand même. vu. Du coup, je t'ai vu. Et j'avoue, du D'une coup, autre je t'ai vu. manière, mais tu m'as vu. Non, non, mais non, du coup, je t'ai vu. Non, mais je veux pas trop te saucer aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. Mais j'avoue, je t'ai vu et tu étais le numéro 1 de cette équipe-là. Du coup, vaut mieux. Et je pense qu'il vaut mieux. C'est vrai que maintenant, avec le recul, vaut mieux peut-être être numéro 1 de cette équipe-là dans un premier temps pour faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire signer dans un club de niveau supérieur encore. Donc, bravo. Bravo. Pour avoir, pour avoir, on va dire, ce résultat-là, c'est le fruit de beaucoup de travail, je ne vais pas te mentir. C'est Je ce vais que pas j'allais te te mentir. demander. C'est quoi le secret? C'est le fruit de beaucoup de travail et pas de sacrifice, entre guillemets. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, la première année que je fais à Burnley, je fais une année où je suis tout seul à Manchester. Parce que Manchester, c'est à côté. Donc, j'habite à Manchester. Je suis tout seul. Ma femme et mes enfants étaient sur Lyon. J'ai passé une année, on va dire, tout seul parce que ma femme, elle était enceinte, etc. Donc, je ne voulais pas la faire fâcher, etc. Donc, je suis arrivé à Burnley. Beaucoup ne le savent pas, ça. J'ai passé Non. un an tout seul à Manchester, où mon agent était là, ma femme, voilà, elle venait me voir, où je descendais sur l'avion. Mais c'est dans cette période-là, je me suis dit, bon, tu es là, tu es tout seul, tu as le choix, soit tu te morfonds sur toi-même, ou soit tu te sers de cette année-là pour tout arracher. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour tout arracher? Bah, tu mets en place un cuisinier parce que tu sais pas cuisiner, Max Le Cornet, tu sais pas qui, je sais pas cuisiner. Si ça tenait qu'à moi, je mangerais tu vois, les box de pâtes chinoises que je peux faire. Ah, j'ai vécu en Angleterre, je peux te dire, j'en ai mangé, mangé. Tu mets l'eau bouillante là et tu touilles ça. Je te jure. Donc, tu vois, tous les jours, j'avais un cuisinier qui venait cuisiner pour moi et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Et l'extra sportif, c'est-à-dire un kiné qui vient te voir après les matchs. Je dis pas que les kinés en Angleterre, c'est pas ça, mais quand tu as l'habitude d'être suivi par des kinés, c'est toujours bien. Et tu vois, j'avais une rigueur, une routine aussi que je mettais en place qui était très importante. Qu'est-ce que le coach il a pointé du doigt au départ? Quand tu fais tes premiers matchs, pourquoi le coach il te dit si tu changes pas ça, si tu n'améliores pas ça, ça va pas le faire. À Burnley, Ouais. bah, déjà, tu vois, le coach n'a même pas eu besoin de me le dire puisque je l'ai remarqué moi-même. Et je pense que c'était le, comment dire, le déficit physique, tu vois. Je vois ils étaient là, moi, je suis là, tu vois. Et je l'ai fait, et j'ai une anecdote encore. Premier match pour moi dans le groupe avec Burnley, je suis sur le banc à Everton. Donc, je m'assois comme ça,
Quand je suis en tant que spectateur, je suis content, je regarde le match et je vois l'intensité, je fais ça, box to box. Je m'assois dans mon fauteuil comme ça. Il dit, j'espère que le coach va pas me faire rentrer. Et dans ma tête, je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir jouer en première ligue, en fait. Tu vois, Ah quand ouais. je voyais l'intensité, je me suis dit, pourtant, tu vois, j'ai joué à Lyon, piston, je faisais ta, ta, Ouais, ta, ouais, ta, ouais, ouais, ouais. rien à voir. Je me suis assis, j'ai dit, mais je vais jamais pouvoir jouer en première ligue, en fait. La semaine d'après, il faut me voir à l'entraînement. Je me donnais à 200%, même les entraînements, c'était live. Je courais, je faisais des. Après l'entraînement, je demandais au coach, au préparateur physique, je devais rester en plus, je faisais des allongés, des sprints, etc. Je demandais au coach, au préparateur physique de me faire manger physiquement, athlétiquement pour être prêt, tu vois. Même je voyais que physiquement, dans les changements d'appui, je n'étais pas. Et une fois que j'ai commencé à être bien physiquement, après, ça s'est tout de suite ressenti sur le terrain. Ouais, c'est incroyable, on se dit pas qu'il y a tout ça quand même derrière, hein. On se dit pas qu'il y a tout ça derrière. On se dit, Pas, bon, tout, bah, les mecs, ils ont leur séance de 2 heures à l'entraînement, ils font une petite heure de salle et puis ils rentrent à la maison, tu vois. pas du tout. Pas du tout. Bah, surtout pour nous qui venons de l'extérieur, qui ne sommes pas habitués à la première ligue, tu es obligé de travailler en plus. Sinon, tu ne peux jamais être au haut niveau. C'est trop intense. Bon, finalement, on le dit, collectivement, ça s'est pas si bien passé que ça parce que le club finit 18e et il y a une descente. Dis-moi, est-ce que dans ton plan de carrière, quand tu arrives en première ligue, est-ce qu'il y a un deal avec le club pour dire s'il y a descente, on me libère? Ou est-ce que toi-même, tu vois Burnley comme étant une étape d'un an pour rebondir quelque part? Comment c'est dans ton esprit? Oui, c'est vrai que dans les discussions avec mon agent, tout ça, ils ont mis une clause voilà, en cas de descente, même si ce n'était pas l'objectif, mais voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Tu as besoin de garanties. Et pour moi, j'avais envie de rester en première ligue, quoi qu'il arrive. Tu vois. L'objectif, c'est de maintenir le club, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Tu vois, excuse-moi, Vas-y, vas-y. on ne sait jamais ce qui peut se passer et cette clause, elle a été mise et puis voilà, on sait ce qui s'est passé en fin de championnat. Et ça, pour moi, c'est vraiment un de mes regrets. Mes regrets parce que c'était une expérience formidable pour moi de passer par Burnley parce que les mecs, ils m'ont tout de suite mis à l'aise, un club familial, des gars top, tu vois, et j'étais vraiment très dégoûté à titre collectif qu'on soit descendu parce que, tu vois, si on avait été maintenu, je pense que ça ne m'aurait pas dérangé de faire un an de plus à Burnley, honnêtement dit. Maxwell, merci. Merci à toi. Ça va, ça a Franchement, été. c'était un moment super sympa. C'est vrai? Ça me Ouais, touche. top. Ça me Ouais, touche. top. Merci beaucoup. Bon, les autres, je vous dis à très vite pour un autre épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes complètement dingues parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.